Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 5 qui va porter sur le greedy search. Donc le greedy search, cette fois-ci, ça va être un algorithme de recherche, mais avec information. On a déjà vu BFS, DFS et UCS, qui sont tous les trois sans information. Ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser l'information de notre problème pour améliorer, accélérer notre recherche. Vous verrez que dans le cas du greedy search, c'est pas nécessairement parfait étant donné qu'on n'a pas de garantie d'optimalité, on a un algorithme qui est incomplet, et surtout, dans le pire des cas, il va se comporter comme un mauvais DFS ou même se comporter comme un mauvais BFS au niveau de de l'espace mémoire, etc. Et au niveau temporel. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est premièrement, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour comprendre le greedy search. La première chose à comprendre, c'est ici H, une fonction heuristique. Donc ça, je ne vais pas le lire totalement avec vous, mais je vais lire cette première partie avec vous un tout petit peu. Premièrement, qu'est-ce que c'est une fonction heuristique? C'est en fait une fonction qui va essayer d'estimer le coût nécessaire, c'est une intuition, le mot est important, c'est une intuition, on n'a pas de garantie, mais c'est une intuition qu'on va avoir sur le coût nécessaire pour aller d'un état vers l'état final. C'est pour ça qu'on parle d'âge de n, c'est parce que n, c'est l'état auquel je suis actuellement, et on veut aller vers un état final, pardon, S star. Et en fait, on n'a pas l'information. Sinon, en fait, c'est comme si on avait déjà résolu notre problème. Ici, on veut estimer, on veut se dire peut-être que. Le cas le plus simple, ici, en fait, en termes d'exemple, c'est les distances euclidiennes, les distances Manhattan, etc., dans un cas de labyrinthe. Imaginons que j'ai mon petit bonhomme qui est ici. Il a un labyrinthe. Hop, voilà. Tac, ça, c'est les murs. Donc, il doit arriver au carré. Bah, évidemment, si je prends la distance euclidienne, c'est ça. Si je prends la distance Manhattan, c'est ça. Vous voyez la différence, hein. Distance euclidienne, ça va être une racine carrée, alors que Manhattan, ça va vraiment sur une grille. Donc je vais faire des pas vers la droite, vers la gauche, vers le haut et vers le bas pour atteindre la chose. Et du coup, dans notre exemple, ben, la vérité, elle est totalement différente, étant donné que ben, moi, je dois aller une fois là, 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 et là, pour arriver au final, à mon état final. Et vous voyez qu'elle est très, très différente, cette solution, comparée à notre heuristique. Donc, c'est bien une estimation parce que justement, on n'a pas d'informations garanties. Ok, ici, on va lire ensemble ça. Attention, ne pas confondre la stratégie UCS, qui utilise uniquement des coûts déjà rencontrés, et une heuristique, parce qu'elle va essayer de prédire la somme des coûts futurs. Donc, pour reprendre l'algorithme UCS qu'on avait regardé ensemble ici, UCS, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dit, je sais que ici, j'ai déjà fait 4 et j'ai déjà fait 5, ce qui veut dire que j'ai déjà fait 9. C'est des coûts passés. Ok, c'est des coûts passés. Et du coup, je sais que plus 3, ça va me donner 12 pour aller en H. Une heuristique, elle agit pas comme ça. Une heuristique, elle dit, je suis en F. Moi, je pense que il me reste 2 pour aller en H. J'ai pas l'information ici. Ou alors encore plus simple, parce que là, en fait, ici, on a l'information, mais partons de B. Moi, je pense que pour faire B jusque H, ce sera 3. J'ai pas de garantie. Juste, j'essaye d'estimer combien de coûts il me reste pour arriver à une solution finale. OK? Donc c'est ça la grosse différence. UCS se base sur des coûts passés, donc sur une garantie, sur quelque chose dont on est sûr, alors qu'un greedy search, une heuristique, va se baser uniquement sur des estimations, sur des choses, des intuitions, des choses dont on n'a pas la véracité. OK? OK. Donc, partons sur le greedy search. La recherche gloutonne. Je vais aller peut-être un peu plus vite dans la façon de faire l'exercice, étant donné que normalement, vous avez compris avec BFS, DFS et UCS comment on fait l'exercice. Mais du coup, on va essayer de regarder ensemble les coûts, etc. Bon. Alors, la recherche gloutonne, c'est une stratégie qui est avec de l'information, comme on le disait. On essaie d'utiliser l'information de notre problème. Et on utilise une fonction heuristique. Ok. Donc, littéralement, on utilise la même chose que UCS, une queue prioritaire. Sauf que UCS, ce que faisait UCS, c'est UCS, le poids, le coût utilisé dans la queue prioritaire, c'est littéralement le coût du chemin passé plus celui, enfin en fait, du chemin au total vers le nœud qu'on veut étendre.
Alors que le greedy search, c'est que la fonction heuristique. Et vous verrez en fait que A star va utiliser une stratégie qui est le fait de combiner UCS et greedy search. Mais ça, on en parlera au prochain exercice. Ok, on est parti. Qu'est-ce qui est important ici dans Greedy Search? Évidemment, la fonction heuristique que j'utilise. La fonction heuristique suivante, c'est hn, enfin h de n, nb.out sur nb.in avec, pardon, on arrondit au-dessus. Donc cet opérateur-ci, si j'ai 3,2, on arrondit vers le haut. C'est ça que ça veut dire. Donc on est à 4. Ok. Si on avait eu celui-là, des opérateurs, évidemment, ça veut dire arrondir vers le bas. Ok. Vous allez peut-être le rencontrer encore dans le cours, donc c'est peut-être important de regarder. Bon, du coup, ici, on voit que n, en fait, on utilise une fonction heuristique sur des nœuds, pas des liens entre les nœuds. Donc, en fait, je vais directement mettre les valeurs de ma valeur, enfin de ma fonction heuristique pour chaque nœud, ce sera beaucoup plus simple. Donc, pour A, on dit h de n égale nb.in sur nb.out. Désolé pour mon écriture, qui est pas top aujourd'hui. Ou alors 10. Et ça, en fait, c'est si nb en in égale 0. OK? Donc, A, il n'y a pas de nœud entrant. Oui, je vais d'ailleurs dire bien ce que ça veut dire ça. nb.in, c'est le nombre d'arêtes entrantes dans mon nœud, dans mon nœud, oui. Alors que nb.out, c'est le nombre d'arêtes sortantes. OK? Donc ici, A n'a pas d'arêtes entrantes. Vous voyez bien que c'est que des arêtes sortantes. Et du coup, c'est tout con. Bah, si c'est nb.in égale 0, ça veut dire que ça vaut 10. Alors, B, il a deux arêtes entrantes, il en a une sortante. Du coup, on a, euh, on a une sortante pour deux entrantes, ça fait un demi. On arrondit vers le haut, ça fait 1. C a trois arêtes sortantes, trois arêtes entrantes, zéro sortante, on est à 0. D en a une qui sort, une qui entre, on est à 1. E a une arête, deux arêtes, deux arêtes entrantes, 2. Et on a, pardon, une, deux, trois, 4, 5. Donc 5 sortantes. Du coup, ça donne 3. Je vais juste effacer tout ça pour qu'on garde de la clarté dans le dessin. F a une arête entrante et deux arêtes sortantes. Donc 2 sur 1, ça donne 2. G a une arête entrante, une arête sortante, donc 1. Et H a que des arêtes entrantes. Du coup, on a 0 parce qu'on a 0 arête sortante. Ok, on est bon. On va prendre ce petit graphe et on va partir comme les autres. Pardon, c'est pas ce que je voulais. On va repartir comme l'exercice précédent. Premièrement, recherche en arbre. Pas de mémoire. Attention. Les notes ici sont les mêmes que pour l'UCS, donc je ne vais pas les répéter. Et on est parti. Alors, A, on va entrer A, B1, D1, E3. Ok? Donc c'est comme UCS en fait. Sauf que ici, ce qui est bien important de noter, c'est que même si c'est comme UCS, ici on ne regarde pas les poids en fait des arêtes, on regarde seulement ma fonction heuristique. Ok, bah forcément je vais prendre B1. On va sortir D1, E3, et on va avoir C0. Du coup, c'est C0 que je prends. D1, 3. C n'a pas d'arête sortante, on n'a aucun autre nœud à rajouter à la fringe. Donc on continue. D1. Encore une fois, hein, je le dis, mais D1, c'est la même chose pour moi que DA,1. C'est juste que je ne le note pas parce que je le fais de façon intuitive. Mais du coup, ce serait plus important, enfin plus intéressant, pardon, pour vous de potentiellement noter à chaque fois de quel nœud ça vient. Parce que, comme je l'ai répété à UCS, enfin pour l'exercice précédent pour UCS,
L'algorithme va le garder en tête. Vous, si vous avez beaucoup, beaucoup de nœuds, ça va être dur de retrouver le chemin à la fin. OK? On a E3 et on a encore une fois E3. Pourquoi? Bah, c'est tout con. C'est que ici, le D va arriver. Et on n'a pas cette notion de oui, mais D, il m'a fallu 3 pour arriver en D, alors que B, il en a fallu que 2. Donc, non, ça n'existe pas. Ici, on ne regarde que la fonction objectif. On regardera ensuite les coûts, et alors au prochain exercice pour A star. Ok. Bon, bah là, je prends E3. C'est assez con, mais c'est logique. Et là, je vais pouvoir m'amuser. E3 va me redonner B1, C0, F2, G1 et H0. Sauf que n'oubliez pas la note, on met en ordre alphabétique. Donc B1, C0, F2, G1, H0. Donc c'est C0 qui est pris. E3, B1, F2, G1 et H0. Et ensuite, je push 0. Et on reste dans la fringe avec 3, B1, F2, G1. Mais surtout, qu'est-ce qui est important ici? C'est que c'est mon état final. Magnifique. Si c'est mon état final, ça donne quoi? Pardon. Ça donne que j'ai trouvé du coup mon état final et que je peux arrêter mon algorithme. Ici, H0, il est ajouté par qui? Par E3. Et E3, il a été ajouté par qui? Par A. Donc on a A, E, H avec un coût total. Le coût réel, c'est quoi? C'est 4, 9, donc 13. Et on a retrouvé une solution qui n'est pas optimale, évidemment, parce que Greedy Search n'est pas un algorithme qui a la garantie d'optimalité. Partons du coup au point 2, qui cette fois utilise une recherche en graphe. Donc je rajoute ici ma mémoire. Parfait. On fait la même chose. A, B1, D1, E3. On a A dans la mémoire. On prend B1. On rajoute B dans la mémoire. D1, E3, C0. Encore une fois, C0. Parce qu'on a là. On prend C0. On rajoute C à la mémoire. D1, E3. Personne d'autre. C0, vu qu'il n'y a pas d'arrêt de sortante, on ne rajoute rien. D1, on rajoute D à la mémoire. E3. Et là, on rajoute quand même E3, parce qu'on n'a pas encore visité E. Et que D n'a qu'une arrêt sortante vers E. Là, on sort E3. On retire ce E3 parce qu'on l'a déjà visité. Ici, on peut rajouter B, mais on l'a déjà vu, donc on ne le rajoute pas. On peut rajouter C, on l'a déjà vu, on ne le rajoute pas. Pardon, le E ici, bien sûr. Donc on rajoute juste F2, G1 et H0. Et du coup, c'est H0 qui est sorti ici, avec F2, G1, et bien sûr le H qui a été rajouté à la mémoire. Et le H0 a été ajouté où? En E3, et E3 a été ajouté où? En A, et on a de retour. De toute façon, on aura toujours la même chose, hein, qu'on le fasse en graphe ou en arbre, ça donne en fait toujours la même réponse. Et du coup, on a A, E, H pour un coût de 13. Encore une fois, une solution qui n'est pas optimale. Mais c'est bien le but de l'exercice de vous le montrer, que, que cet algorithme n'est pas optimal. Mais vous allez me dire pourquoi c'est intéressant du coup d'utiliser des heuristiques. Ben, c'est parce qu'en fait, UCS, même s'il a la garantie d'optimalité, c'est un algorithme qui est très long, qui demande beaucoup de ressources en mémoire. Et du coup, en fait, le fait d'utiliser des heuristiques, ça va être intéressant si on veut espérer, parce que c'est pas forcément le cas, espérer avoir une solution quand même optimale, mais dans un temps beaucoup plus restreint, en utilisant moins de mémoire, etc. C'est pour ça que les algorithmes avec des heuristiques sont super intéressants. Peut-être pas Greedy Search, parce que Greedy Search n'a pas les garanties d'optimalité et que dans les pires des cas, il va agir de façon encore pire que des algorithmes comme DFS, BFS, UCS. Par contre, vous verrez que Astar, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant, parce qu'il va utiliser de 1 une fonction de coût comme UCS, en plus d'une fonction heuristique, qui elle va permettre d'aller plus vite dans les calculs. Donc ça, ce sera pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette correction et bonne journée à vous.